Bonjour, bienvenue au château d'Ainay-le-Vieil. Ainay se situe dans le cœur de la France, vraiment au cœur de la France, entre Bourges et Montluçon. Ainay est un château qui est en cours de restauration. Toute la partie travaux, Hervé vous en parlera tout à l'heure. Moi, je vous parlerai plus d'histoire et je vous montrerai les intérieurs. La caractéristique d'Ainay, dans sa haute cour, est que nous faisons face à deux logis. Un logis médiéval, qui a été construit au XIIIe, un logis Renaissance construit au XVe. La partie Renaissance est totalement gothique flamboyant, elle date de Louis XII, mais on est déjà fortement dans la Renaissance et ceci nous est montré par deux loggias que vous voyez derrière moi à droite et derrière moi à gauche, qui sont très caractéristiques de la Renaissance italienne. Et cette grande tour qu'on appelle la tour d'honneur derrière moi se termine par un dôme à l'impériale. Ce sont des caractéristiques typiques de la Renaissance. Ainay a été acheté en 1467 par les Chevenons de Bigny et depuis lors, il n'est plus jamais sorti de la famille. Tout ce que je vais vous montrer à l'intérieur est un vrai témoignage, non seulement de mon histoire de famille, mais aussi de l'histoire de France, car mes ascendants ont toujours joué un rôle important au service de la France. Avant de rentrer, je voudrais parler de cette façade. Cette façade montre la hiérarchie féodale de l'époque. Sur le tympan, les armes Bigny, au-dessus desquelles un aume, d'où sort un chien, symbole de la fidélité. Fidélité acquis au roi, symbolisée ici par l'ange qui porte les armes de France et qui est lui-même surmonté par la Vierge Marie et l'enfant Jésus, donc fidélité du roi à Dieu. C'est vraiment le symbole de la hiérarchie féodale et l'idéal des chevaliers. Ici, la devise des Bigny, Nobilitat virtus exaltat quae viros, le courage anoblit et exalte les hommes. Je vous propose maintenant de passer à l'intérieur. Nous sommes ici dans le vestibule du château. On s'interroge un peu sur la fonction de cette pièce, car chaque château, tous les châteaux avaient une chapelle. Et dû à la forme de cette pièce, on se demande si ça n'a pas été autrefois la chapelle du château. Les peintures sont 19e, la structure est gothique, et dans les murs, à la Renaissance, dans cette même idée de rendre des demeures plus aimables, on a ouvert une fenêtre dans une épaisseur de mur plutôt épaisse, 2 mètres. Donc là, maintenant, je vous emmène dans les grands salons. Suivez-moi. Voici le grand salon. Alors, l'architecture et l'histoire de l'architecture d'Ainay est présente aussi dans cette pièce. Pourquoi? Parce que nous avons derrière moi cette belle cheminée qui date du Moyen-Âge, au moment où Anne de Bretagne et Louis XII sont venus rendre visite au seigneur d'Ainay. Et puis on a la porte Renaissance qui va vers la chapelle. On en parlera après. Alors laissez-moi vous montrer cette belle cheminée. Il y a ces deux registres, sont séparés par une frise avec des animaux fantastiques et du feuillage. Sur le registre du bas, les armes de France au milieu, avec la couronne royale. Les armes de France sont entourées par le cordon de Saint-Michel, qui était un ordre qui avait été fondé par Louis XI. Le chiffre L pour Louis, avec sa couronne, le chiffre A pour Anne, entouré du cordon tertiaire de l'ordre de Saint-François. Au-dessus du chiffre A, la rose d'or. C'était une décoration, un signe de gratitude du pape envers les personnes de grand mérite. Donc peu de personnes avaient cette rose-là. Le tout est parsemé de fleurs de lys et d'hermine de Bretagne. En haut, cette partie-là évoque le désir de Louis XII de faire reconnaître ses droits sur le duché de Milan et le royaume de Naples. Il avait hérité du duché de Milan de sa grand-mère, Valentine Visconti. Ceci est représenté par la guivre que vous voyez qui tourne autour de la cheminée du registre supérieur. Il avait hérité du royaume de Naples
de son oncle, le bon roi René. Et ceci est représenté par les croix angevines. Au milieu, deux dauphins dont le museau est posé sur les flots. Les queues se retrouvent pour former un arbre extraordinaire sur lequel est posé un papegay, un perroquet. Ceci est le symbole de la découverte de l'Amérique. Voilà, un bel hommage à Énée. Quand on a un roi et une reine qui viennent, on leur construit une cheminée. Maintenant, je voudrais remonter un peu dans l'histoire et vous présenter le grand Colbert, qui est ici, sur ce tableau peint par Lefebvre. Il était le premier ministre de Louis XIV. En fait, il avait tous les postes ministériels, sauf la guerre, qui était occupée par Louvois, et les affaires étrangères, qui étaient occupées par son frère, Colbert-Croissy, qui a été signataire de la paix de Nimègue, qui mettait fin à la guerre de Hollande. Ici, un très beau buste de Colbert, sculpté par Coisevaux, qui a aussi sculpté sa tombe à Saint-Eustache à Paris. Sa petite fille, avant que je remonte le temps, sa petite fille, la duchesse de Luxembourg. Ce portrait a été peint au XIXe par la duchesse de Doudoville. Et ce portrait avait été inspiré par un portrait qui avait été fait d'elle par Madame Natier au XVIIIe. Remontant dans le temps, alors voilà un personnage dont toutes les femmes tombaient en pâmoison dès qu'elles le voyaient, c'est ce qu'on se dit, mais qui était un grand personnage très proche de l'empereur, le général Auguste de Colbert. Malheureusement, il est mort très tôt, à 32 ans, en Espagne, à la bataille de Calcabellos. Ce portrait a été peint par Gérard et offert par l'empereur à la veuve d'Auguste après sa mort. Et du coup, Gérard a représenté les symboles de la mort dans la force de l'âge. Et ceci est présenté par le chêne qui est abattu en force. On voit le cheval complètement effrayé par la mort qu'il voit arriver, les colonnes qui se cassent et la terre qui s'ouvre. Voilà son fils, habillé en uniforme du petit lancier rouge, Napoléon Joseph. C'était un homme très complet, car il avait eu un rôle politique important dans sa région en Normandie. C'était un humaniste, il a écrit des opéras, et c'était un gourmet. Et c'est lui qui est à l'origine de la création de la sole à la Colbert. Entre autres, il paraît qu'il a écrit d'autres recettes, mais celle-ci est connue. Vous pouvez encore déguster ce plat en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. C'est délicieux. Toute une série de porcelaines et de faïences de Delft et de Nevers. Nevers était un centre de céramique très important au XVIIe siècle. Nous continuons et je vais vous amener maintenant à la chapelle. Donc la chapelle, la porte monumentale et Renaissance. Alors c'est un peu bizarre parce que nous sommes accueillis dans la chapelle par Vénus et Vulcain. Donc on se pose la question là aussi, est-ce qu'avant que cette pièce devienne une chapelle, est-ce qu'elle avait une autre fonction? On ne le sait pas. Dans cette chapelle, plusieurs éléments sont importants. Je voulais vous parler d'abord de ces peintures murales parce que le registre du haut représente les seigneurs de Bigny, ceux qui ont acheté Énée en 1467. Donc ils ont un rôle important, c'est grâce à eux que je suis là. Et les voilà avec leur épouse agenouillés devant l'autel. Donc on a Charles et Claude, son fils. Un autre élément important, les vitraux qui ont été faits par l'écuyer, et vous pouvez voir son très beau travail à la cathédrale de Bourges. Le plafond à caisson, absolument merveilleux, un fleuron de la région Centre-Val de Loire. Regardez celui du milieu. Il y a la main de Dieu qui tient le globe terrestre, qui tourne sur elle-même dans la direction de ces palmes qui sont pliées par le vent. C'est un signe de grande indépendance d'esprit de la part des Bigny d'avoir mis en plein milieu de cette chapelle, de ce plafond à caisson, cette découverte de Galilée
qui n'avait pas du tout plu au pape, qui l'avait condamné. Galilée était revenu sur sa découverte, on va dire, mais on dit que sotto voce, il a dit « mais elle tourne ». Voilà, un symbole d'indépendance. Un autre détail important, ce sont les peintures murales, mais là, je voudrais vous parler du registre du bain. Elles ont été faites par Boucher, Jean Boucher, un peintre du XVIIe et son école. Et comment est-ce qu'on est arrivé à découvrir ces belles peintures? Grâce à un travail de restauration de la chapelle il y a quelques années. Et la personne qui restaurait a dû souvent enlever 10 couches de peinture. On voit d'ailleurs ici graduellement ce qu'ils ont réussi à découvrir et on est arrivé à cette belle découverte de ces peintures murales. Jean Boucher avait été un peintre très important pour le duc Jean de Berry, qui était l'oncle de Charles VII, et pour les Condés, dans la forteresse de Saint-Amand-Montrond, qui est à côté, à quelques kilomètres d'Ainet. Voilà, après ce joyau de la région centre, je vous emmène dans le billard. Cette pièce a conservé sa cheminée, qui date du Moyen-Âge, avec les armes de Bini. Tout le mobilier de cette pièce a été construit en fait autour de ce beau billard qui date de Charles X. C'est un décor néogothique dont ces chaises ici en cuir de Cordoue sont au Metropolitan Museum de New York, caractéristique du décor et du style néogothique en France. Sur les murs, les peintures du peintre Laloze. Laloze était un peintre des années 20. Vous pouvez découvrir beaucoup de leurs peintures au Musée des Invalides à Paris. C'était un spécialiste des batailles, des scènes de bataille. Il avait une manière de peindre les chevaux et les uniformes qui était extraordinaire. Si on se rapproche d'un de ces tableaux, vous avez l'impression que ce soldat et son cheval vont sortir littéralement du tableau. Alors, ils décrivent les faits d'armes des généraux Colbert, les 3 frères Colbert, très proches de l'empereur. D'abord, ici, Laloze a représenté le général Auguste et ses troupes à la bataille d'Elchingen, durant les campagnes d'Allemagne. Nous continuons avec un autre de ses frères, Édouard, pendant les 100 jours, au Carrousel du Louvre. L'empereur n'a pas l'air très heureux, il a l'air de plutôt de mauvaise humeur, et il dit à Édouard, « Édouard, je vous ai attendu longtemps. » Et Édouard répond, « Sire, nous vous avons attendu bien plus encore. » Et cette phrase qui va être reprise dans la presse de l'époque, aussi par le fait qu'il était fidèle à son empereur, lui a valu un temps en prison pendant la Restauration. Et ici, le bel homme que vous avez vu dans le grand salon, Édouard, avec toute sa cavalerie des lanciers rouges pendant la bataille de Waterloo. Et il a un plâtre, enfin il a le bras en écharpe. Il avait été blessé la veille durant une autre bataille, la bataille de Quatre-Bras en Belgique. Un autre joli tableau qui présente Alphonse, le 3e frère Colbert. Il rend visite à Madame Dupin, à Nohant, pas très loin d'ici non plus, avec ses hommes. Madame Dupin tient la main d'une petite fille. Cette petite fille est la future George Sand. Maintenant, un autre élément précieux et amusant dans cette pièce, c'est le cabinet de curiosités. C'est un cabinet qui nous invite à voyager. Et c'est aussi un hommage au comte Edmond de Villefranche, qui est un amoureux de la mer, qui était aussi au service de la France. Donc il a commencé comme matelot, est devenu capitaine de vaisseau et a rapporté de toutes ses campagnes en mer et de tous les pays qu'il a visités de nombreux témoignages. Alors, si on s'approche un peu, voici par exemple des boutons de mandarin.
qui étaient ces hommes lettrés. On peut voir aussi les porcelaines blanches avec les Bouddhas ici, qui sont de beaux objets, et le hochet à prière tibétain, qui est fait en ivoire et il a été sculpté progressivement dans l'ivoire. Je vous emmène maintenant dans le salon Colbert. Ce salon est un vrai témoignage à la famille Colbert. Quand on pense à Colbert, on pense immédiatement au grand Colbert, au ministre de Louis XIV. Mais en fait, dans la famille depuis le XVIIe siècle, il y a eu 150 membres de la famille qui ont été au service de la France, aussi bien comme diplomates, comme politiques, dans le clergé, dans de nombreuses fonctions. Donc ils ont été très importants pour la France. Là encore, Ainet raconte l'histoire de France. Alors, je vais commencer par, en effet, le grand Colbert. Colbert était un grand ministre. Il a fait beaucoup pour la France, aussi bien dans le commerce, dans la finance, dans les sciences, dans le monde, dans l'art. Et cette vitrine est un témoignage de tout ce qu'il a fait. Nous commençons par le commerce. Sur cette gravure, on voit Colbert présentant Riquet au roi. Riquet était un grand ingénieur. Son idée était de relier les deux mers Atlantique et Méditerranée pour permettre aux bateaux d'aller d'est en ouest sans avoir à passer par le canal de Gibraltar. Le roi accepta ce chantier qui a fait travailler parfois 60 000 hommes. Ici, la finance. Colbert a mis au point le cadastre qui facilitait le système de codification des impôts. En dessous, un hommage à Colbert au travers des sciences. Il a fait beaucoup pour le monde des sciences. Il a amené beaucoup de grands savants de toute l'Europe en France. Ici, l'inauguration de l'Observatoire. Vous voyez ces belles maps mondes qui sont représentées dans cette gravure. Colbert était le surintendant des bâtiments du roi de France et donc, du coup, gérait tous les travaux, non seulement de Versailles et des jardins de Versailles, mais du Louvre, beaucoup de choses. Donc, il était en contact avec tous les grands artistes de l'époque et lui-même était un grand mécène, a fait beaucoup travailler ces artistes au château de Sceaux qui lui appartenait. Vous le voyez ici, sur cette belle gravure de Nanteuil, ainsi que son fils, Colbert Seignelay. Colbert avait eu plusieurs enfants. 3 de ses fils sont morts à la guerre à la tête de leur régiment. Colbert Seignelay, lui, a survécu et était un grand ministre de la Marine. Ici, sur ce mur, un hommage aux généraux Colbert que vous avez vu dans le billard sur les peintures de la Lose. Les voici à nouveau ici. Donc tous les 3 très fidèles à l'empereur. Au centre, le général Auguste. À sa gauche, son frère Édouard. Et à sa droite, Alphonse. Donc leur fidélité à l'empereur, nous l'avons représenté ici au travers de ce tableau où on voit Napoléon en premier consul. Ce petit tableau en dessous représente Édouard. On l'a vu sur le tableau de la Lose au Carrousel du Louvre. Voilà, le voilà en prison, dû à sa fidélité à l'empereur et à cette fameuse phrase qu'il avait prononcée. Le fils du général Auguste, Napoléon Joseph, qu'on avait découvert en uniforme de petit lancier rouge, le voilà ici avec sa femme. Ils ont eu un fils, Édouard, qui lui aussi a été un grand général, à la tête des hussards, de son régiment de hussards ici. Il s'est marié, c'était mon arrière-arrière-grand-père. Et il s'est marié avec cette très belle femme ici, née Marie de Berchem. Je vous amène maintenant à gauche de la cheminée pour vous présenter d'autres membres de la famille. Cette jolie jeune fille que vous voyez, cette petite fille qui tient la rose,
c'est Jeanne de Bigny. C'était la dernière des Bigny. Elle a épousé Edmond de Villefranche, dont vous avez vu le cabinet qui lui rendait hommage. Ils ont eu une fille, Marie de Villefranche. Cette femme a su gérer Aîné de manière remarquable. On a même des notes qu'elle avait réunies dans un cahier, donc un élément précieux. Et c'était aussi une artiste, elle était photographe. On a déjà fait une exposition de ces photos ici. Elle s'est mariée avec mon arrière-grand-père, Colbert, Auguste de Colbert, le fils d'Édouard de Colbert que vous avez vu à la tête de son régiment de hussards. Là, il est en camérier du pape, il était magistrat. Et il a été camérier du pape pendant de nombreuses années. Grâce à lui, les souvenirs de Colbert sont rentrés dans la famille. Edmond de Villefranche était l'arrière-petit-fils de la duchesse de Tourzel, la gouvernante des enfants de France, donc des enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette. Grâce à lui, certains cadeaux que Marie-Antoinette et sa fille avaient faits à la duchesse de Tourzel et à sa fille sont entrés dans la famille. De précieux témoignages que vous pouvez voir dans une autre salle du château. Auguste de Colbert et Marie de Villefranche ont eu une fille, Jeanne, qui a épousé Géraud d'Aligny. Ce sont mes grands-parents. Ils ont ouvert Aîné au public en 1954 et ont créé une des premières routes touristiques en France, la route Jacques-Cœur, avec d'autres amis, deux autres amis, qui avaient à côté d'Aîné le château de Meillan et le château de Culan. Et voilà, me voilà ici, avec ma mère. Nous avons repris le château avec Hervé, mon mari, qui lui va vous parler de tous les travaux que nous sommes en train de mener à Aîné en ce moment. Et nous sommes heureux de pouvoir partager tout ça avec vous. Ce qu'ont fait mes grands-parents, mes oncles et tantes, ma mère, nous voulons le continuer à partager ce patrimoine important pour nous et pour la France. Bon, bonjour à tous, là nous sommes à nouveau dans la cour intérieure du château d'Aîné-le-Vieil. Donc là on va pouvoir voir le déroulement de tous les travaux qu'on est en train de faire et qu'on va faire. Donc là on est en train de faire cette partie-là qui est la partie où ce sont juste des remparts avec 2 tours médiévales, c'est la partie de cette année. Et en fait ça fait partie d'un programme sur 6 ans, là on est à la 5e année. Et quand on a décidé de reprendre le château, le fait que la rénovation, la restauration du château était très importante, était même indispensable. Donc il a fallu tout de suite décider d'un programme de rénovation. Donc énorme programme de rénovation du château. Et donc on a divisé le château en 6 parties. Et comme un fromage, on a découpé le château en 6 et on a décidé de faire les travaux en 6 ans. Donc là, par exemple, la première année a été la partie gauche du corps de logis Renaissance. La deuxième année a été la partie droite. Troisième année, on est passé au corps de logis féodal, donc pareil, partie gauche. Cette année, partie droite. Et puis, cette année, avant-dernière année des travaux, on est sur cette partie-là des remparts. Et l'année prochaine, on finira en beauté en restaurant le Châtelet et le Pont Dormant. Donc les 3 tours et le Pont Dormant. Et là, l'entièreté du château sera restaurée. Bien sûr, on a décidé de faire ces rénovations complètes du château. Donc ça a été des caves au toit, ça a été intérieur, extérieur, et ça a été à l'intérieur de la cour comme à l'extérieur côté parc, donc un peu un recto verso. Suivez-moi, je vais vous montrer les salles aussi qu'on a restaurées. Plutôt aussi pour un aspect commercial. Là, je vais vous montrer la salle de réception qui est louée pour les mariages. Entrée, qui s'appelle la salle des archers, qui est l'ancienne écurie du château. Donc voilà, donc là on a refait tous les éclairages, les fenêtres, les portes et surtout le parquet. Donc là on a un parquet en chêne sur les 220 mètres carrés de la salle de réception. Donc voilà, ça c'est une salle maintenant qui est toute neuve pour nos prochains événements. Je vais vous montrer aussi la sellerie, pareil, qu'on a restaurée.
et qui sert aussi pour nos événements, quand on reçoit des écoles, des enfants, etc. Et comme vous le voyez, comme on a refait faire, en fait, on a changé l'ensemble des fenêtres de tout le château et des vitres. Donc là, pareil, on a à nouveau des fenêtres à petits carreaux dans un esprit 18e. Même parfois on dit c'est presque un esprit un peu orangerie. Maintenant, quand vous êtes sur la façade, les 3 grandes portes, maintenant qu'elles sont à petits carreaux, donnent plus un côté un peu plus gai, un peu plus chaleureux et plus orangerie. Et la 3e salle a été complètement aménagée pour les traiteurs. Et puis là, on va profiter des travaux. C'est toujours amusant de découvrir les travaux. Donc là, il y a les échafaudages qui sont faciles d'accès par les remparts. Je peux vous emmener dans les échafaudages et on va voir un peu le work in progress des travaux. Et surtout là, c'est un gros travail d'enduit, puisque cette partie médiévale est restée dans son jus, si on peut dire. Donc il y a évidemment très peu de fenêtres et très peu de pierres sculptées. Donc c'est surtout un énorme travail d'enduit et juste de toit, des tours médiévales en tuiles plates. Là, vous pouvez déjà profiter de la superbe vue qu'on a sur la cour intérieure. Et on va aller dans la partie qui est en travaux, justement en ce moment, où là, on va voir un petit peu ce travail d'enduit. Là, on est entre les 2 tours médiévales qui sont en train d'être restaurées. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le vrai travail d'enduit. Donc là, ils ont enlevé l'ancien enduit, ils ont piqué et on prépare tout pour faire le nouvel enduit. Dans la nouvelle couleur du château, qui est ce beige un peu craie taupe. Et on travaille également, je ne sais pas si on peut le voir là, évidemment sur les toitures en tuiles plates. Et là, ils sont en train de découvrir restauration de la charpente ou remplacement de la charpente, on verra, ça sera la surprise. Et couverture en tuiles plates, comme les tuiles plates qui sont là-bas, de la première tour médiévale qui a été restaurée il y a déjà 4 ans, c'était la première phase. Nouvelle étape, là on est sur les remparts déjà restaurés, ça c'est ce qui a été fait cette année. Donc là on peut déjà admirer le superbe travail de couverture en ardoise qui vient d'Espagne. Et on peut peut-être en profiter parce que là on a une très jolie vue sur l'eau. L'eau est très importante au château d'Hennel-Vieille, donc là on a une vue sur les douves, mais on voit des canaux qui... en fait il y a un lien entre les canaux, les douves, puisqu'il y a le jardin d'eau de la Renaissance qui s'associe en fait avec le système d'eau des douves qui est médiéval. Donc on a tout un système de vases communicants entre les canaux, les douves, entre des pièces d'eau, des mares qui régulent toute l'eau. Donc l'eau ici, elle est décorative par les jardins d'eau de la Renaissance, elle est défensive par les douves et elle devient utile parce que tout l'excédent d'eau du château alimente le moulin et le lavoir du village. Alors ici, on est dans une tour médiévale qui est complètement dans son jus. Aujourd'hui, on a une super occasion de voir qu'on travaille vraiment en profondeur pour rénover le château. Donc les couvreurs ont enlevé toutes les tuiles plates. Maintenant, la charpente est mise à nu, va être restaurée, remplacée, avant de remettre les tuiles pour avoir une tour toute neuve, mais toujours dans son jus, avec les meurtrières d'origine et les magasins à munitions d'origine. Cette tour, je crois, est la seule tour du château qui n'a pas été modifiée depuis le XIIe siècle. Donc là, toujours sur les remparts, on peut profiter de parler des toitures, parce que plusieurs personnes sont étonnées qu'on mélange ardoise et tuiles plates. Et en fait, c'est vraiment pour mettre en avant la différence d'architecture, la double architecture du château. Donc tout ce qui est en tuiles plates, c'est des toits qui sont médiévaux, qui n'ont pas été modifiés, et tout ce qui est en ardoise, c'est les toits Renaissance et les toits 19e, puisque ici il y a 3 époques: construction de la forteresse à l'époque médiévale, construction du corps de logis à la Renaissance et grosse modification architecturale au 19e siècle. Donc comme vous voyez, les travaux ne sont pas terminés, ils sont bien avancés mais ils ne sont pas terminés. Donc on a encore un gros chantier devant nous, c'est pour ça que c'est la super occasion pour vous de venir à Hennel-Vieille, nous rendre visite et voir un petit peu l'évolution des travaux.
Et en 2026, voir un château fort tout neuf, complètement restauré, qui sera reparti pour des siècles et des siècles avec tout son faste. Nous sommes ici dans la chambre du roi. Elle est appelée comme ça parce que, comme je vous l'avais dit, le roi Louis XII séjourna à Ainet. Je voulais vous montrer un élément important, l'acte d'achat d'Ainet. Ainet a donc été acheté par mes ancêtres, les Chevenons de Bigny, en 1467. Et cet acte d'achat a été fait sur du velin. Cette pièce est un hommage aux différentes familles, à ma famille, mais aux différentes familles qui ont habité Ainet et qui ont été ce lien avec l'histoire de France au travers de tous ces différents témoignages apportés par différentes alliances. Je vais vous en parler et on va commencer par la vitrine des Bigny. Les Bigny, donc, Charles Chevenon de Bigny achète Ainet. Il était ministre des écuries royales de Louis XI et fondateur des postes. Son fils, Claude, a construit le logis Renaissance. Il était gouverneur de la Bastille. Son petit-fils, Gilbert, a créé la chapelle et les jardins d'eau de la Renaissance. Donc ils étaient très importants à la cour des Valois. Un des objets importants de cette vitrine est ce terrier. Il raconte l'histoire des terres d'Ainet entre 1534 et 1549. Donc il relie en fait tous les actes d'achat, les échanges, les procès, tout ce qui fait l'histoire d'un lieu, en tout cas de la terre de ce lieu. La dernière des Bigny épousa Edmond de Villefranche, le capitaine de vaisseau dont je vous avais déjà parlé, et voici, grâce à cette alliance, les magnifiques souvenirs que nous avons de Marie-Antoinette, magnifiques, plus que magnifiques, émouvants souvenirs que nous avons de Marie-Antoinette. Quand la Révolution éclate, Marie-Antoinette confie ses enfants à Madame de Tourzel. Elle était donc l'arrière-grand-mère d'Edmond de Villefranche. Elle dit à Madame de Tourzel, en l'accueillant, « Je confie à la vertu ce que j'avais confié à l'amitié, mon bien le plus précieux, mes enfants. » Madame de Tourzel a été là depuis que la Révolution a éclaté. Elle a été aux Tuileries, elle a participé à la fuite à Varennes et elle était la seule personne étrangère à la famille royale présente pendant la fuite à Varennes. En signe de reconnaissance et de gratitude, la reine lui offrit ce médaillon en ambre avec cette araignée fossilisée. C'est le seul bijou que Marie-Antoinette portait au temple. La loyauté de la famille Tourzel continua envers la famille royale puisque la fille de Madame de Tourzel, Pauline, devint la dame d'honneur de Madame Royale et en signe de reconnaissance, Madame Royale lui offrit cette boîte à musique, cette lyre en or qui joue Bon voyage, Monsieur du Molay. Je ne vais pas me mettre à chanter maintenant. Une autre alliance, celle de mon arrière-grand-mère avec Auguste Colbert, nous a amené de précieux souvenirs de la famille Colbert, du grand Colbert tout d'abord, donc ministre de Louis XIV. Vous le voyez ici vêtu comme un empereur romain et toutes ces feuilles autour représentent sa grandeur. Deux miniatures de Petitot sont remarquables ici. Une représente Louis XIV et l'autre Colbert. Ici, une clé d'une boîte avec les armes Colbert et des pierres semi-précieuses. Nous remontons les générations et nous arrivons au généraux Colbert.
Ici, nous allons parler d'Auguste, très proche de l'empereur. Première chose, l'empereur s'amusait beaucoup de la ressemblance du général Auguste, en plus du nom qui était exactement le même, avec l'empereur Auguste. Donc il lui offrit ce camée représentant l'empereur Auguste. Ils étaient tellement proches que l'empereur a été le parrain du fils d'Auguste, Napoléon-Joseph. En cadeau de baptême, il offrit cette jolie boîte ici et ces 2 miniatures d'Isabelle, de Joséphine et de Marie-Louise. Et dans cette vitrine, un hommage au général Auguste et au général Édouard de Colbert, avec des armes, des décorations, la chapska du général Auguste et la cotte de maille de lancier rouge du général Édouard, qui est taché de sang puisqu'il avait été blessé à la bataille de Quatre-Bras, campagne en Belgique. Ces 2 paires de pistolets ont une histoire importante. Elles sont liées à la campagne d'Égypte. La première, celle du haut, appartenait au général Auguste. Il était aide de camp de Murat pendant la bataille de Saint-Jean d'Acre. Un soldat turc tire sur Murat, Auguste le tue, mais est blessé lui-même, tombe de son cheval et perd sa paire de pistolets. Le lendemain, il reçoit une nouvelle paire de pistolets avec le mot suivant. « Citoyens, voici une paire de pistolets pour vous tenir lieu de celle que vous avez perdue. Je ne peux l'offrir à qui que ce soit qui en fera un meilleur usage, signé Bonaparte. » L'autre paire de pistolets a appartenu à Édouard. Il était envoyé en mission auprès de Mourad Bey, le chef des Mamelouks. À la fin de leur entretien, Mourad Bey enlève sa ceinture, tend sa paire de pistolets à Édouard en disant « Voici une paire de pistolets, je ne peux offrir autre chose que des armes à un soldat français. D'ailleurs, les Français ne m'ont pas laissé autre chose. Je suis heureuse de partager ce patrimoine avec vous, comme l'ont fait mes grands-parents, mes oncles et tantes, ma mère avant moi, avant nous. Je vous invite aussi à venir à Ainet pour découvrir d'autres choses, car pour faire vivre ce lieu, nous avons eu beaucoup d'idées que nous avons mis en pratique puisqu'on a créé des gîtes, des chambres d'hôtes, nous avons de belles salles de réception et puis un restaurant. Et pour agrémenter tout votre séjour à Ainet, je vous invite à découvrir nos jardins. On a 3 différentes époques dans ces jardins. Une époque Renaissance, avec la création de jardins d'eau de la Renaissance, le 19e, avec la création d'un parc paysager et de chartreuses, qui sont de très belles structures anciennes, des ciels ouverts dans lesquels on a recréé l'histoire des jardins en France, et puis des jardins contemporains. Donc, je vous invite à revenir à Ainet. Je serai heureuse de vous accueillir et je vous dis donc à très bientôt.